Bien. Alors, oui, on en est au chapitre Kavdalet, chapitre 24. Maintenant, je vais vous dire, j'ai regardé un peu la suite et je ne sais pas pourquoi, je trouve trop hermétique ce chapitre 24. Je trouve trop hermétique. Ça arrive des fois dans le Maharal. On a fait dans Netzar Israël à l'époque, on avait passé des passages parce que c'était trop. On n'arrivait pas à rentrer dedans. Alors, je sens comme ça, hein, et je préfère, comment dire, le mieux est l'ennemi du bien, et je préfère passer au chapitre Esrim Vechamisha, 25. S'il n'y a pas un front du refus maximal, une fronde, une fronde. Hein, il n'y a pas une fronde. Ça va, ça passe. L'amendement, comment? Ça passe ou ça casse. Alors donc là-bas, dans les territoires, ça va, il n'y a pas de révolte, il n'y a pas les gilets jaunes du Talmud. A priori, ça va. Ça va. Alors, peut-être que oui, mais pas aujourd'hui, quoi. Voilà. Alors, maintenant, on est Esrim Vechamisha, Bachodesh Hashishi, Letzel Ben Israël. Là, il faut prendre les psukim. Là, maintenant, ça va être très sympathique. C'est qu'il va prendre les versets, verset par verset. Merci. Dankeschön. Alors, chapitre Yutet dans Shemot. C'était le cri du cœur, là. Alors, regardez. Le don de la Torah, et ça, c'est très intéressant parce qu'il prend les versets, il prend les psukim l'un après l'autre, il les analyse, et voilà. Donc, le matin Torah commence chapitre Yutet, Pasuk Aleph. Baruch atah Adonai melech haolam shakol v'roi. Bachodesh hashlishi, chapitre Yutet, Pasuk Aleph. C'est bon? Bachodesh hashlishi, letzed bnei Israël meret Mitzrayim, bayom hazeh baou midbar Sinai. Le 3e mois de la sortie des enfants d'Israël de la terre d'Égypte, ce jour-ci, Baou sont venus, ils sont venus désert de Sinaï. Regardez que c'est l'auteur est postmoderne. Tu n'écris pas un texte comme ça. Ils arrivent désert de Sinaï. Ils arrivent dans le désert de Sinaï. Ils arrivent désert de Sinaï. Je ne sais pas moi, on dirait du Mallarmé. Hein? Tu es d'accord avec moi? Voilà, monsieur Drogoziner est d'accord avec moi, on dirait du Mallarmé. Tu es Mallarmé dans l'histoire, hein? Tu te sens plutôt désarmé. Alors, ils arrivent. Ce jour-ci, il faut dire ce jour-là, que dit Rachi? Quoi? Non, c'est que on arrive, nous, chaque jour. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est bon. Matan Torah, c'est quand? C'est today.
aujourd'hui. C'est écrit. Bien, donc il y a des anomalies dans le verset. Maintenant, ce étant, regardons le mar. Ouais, Bayom Azé, regarde. Bayom Azé, Mirosh Chodesh. Lo haya tsarir lomar, l'irtov et la Bayom Aou. Ce n'eût été légitime d'écrire que ce jour-là. Maou Bayom Azé, que c'est ce jour-ci. Chez Yud Ivre Torah Chadashim Alecha Kelu Ayom, que les paroles de Torah soient neuves pour toi, comme si aujourd'hui elles s'étaient neuves. Alors là, merci Rachid. Oui, vas-y, exprime-toi. Vas-y. On est dans un. Ouais. Il nous a manipulés, il nous a quoi? C'est une belle manipulation. Aujourd'hui, on est parti, là, on va en découdre à la machette. Non, c'est un vendeur. C'est un vendeur, Rachid. C'est un bon vendeur. C'est un bon vendeur. Un vendeur. Ça veut dire marketing, Rachid et marketing. C'est votre argent m'intéresse. Ah, t'as loupé. On ne le refait pas. On ne peut pas. Alors, tiens, prends un texte. On a sauté un peu la fin du chapitre 24 parce que le cheval a refusé de sauter l'obstacle. Oui, il s'est dérobé. Bachodesh Hashlishi, chapitre 25. Bachodesh Hashlishi, l'Etzel Ben Israël Meretz Yisraël, le troisième mois de la sortie des enfants d'Israël de la terre d'Égypte. Végomer, etc. Bamidrash, Kohelet Rabbah. Le Kol Zman, Ve'et, le Kol Chefetz, Tachat Hashamayim. La colle, pour tout, il y a un temps et un moment pour tout désir sous les cieux, disait l'Ecclésiaste. Zman aya le Adam Arishon shenichnas le Gan Eden. Il y eut un moment pour lequel le premier homme est rentré dans le jardin d'Éden, comme dit le verset. Vayanicheu began Eden. Il l'a posé au jardin d'Éden. Uzman ayalo sheyetse misham. Et il y eut un moment précis pour lequel il sortait. Chez Neymar, Veigar Sheu Megan Eden. Il l'a répudié du jardin d'Éden. On ne voit pas du tout. Il y a un temps, il y a un moment. Là, on est dans la grande manipulation aujourd'hui. Zmanaya le Noah, la veau et la Teva. Il y eut un temps pour Noé de rentrer dans l'arche, comme dit le verset. Bo ata et la Teva. Viens dans la Teva. Tu vois, aucun moment que c'est écrit un moment. Il y eut un temps pour qu'il en sortît. Chez Neymar, Tseata sort. Zmanaya de Abraham, chez Nimol. Il y eut un temps précis pour lequel Abraham soit circoncis, comme dit le verset. Vata et Beriti Tishmor, et toi, mon alliance, tu respecteras. Uzman aya de Banav, chez Yimulu, Basheni, Mekomot. Achad Bemisraim, Vachad Bamidbar. Il y eut un temps pour ses descendants qu'ils soient circoncis à deux endroits précis, comme dit le verset, un en Égypte, un dans le désert. Chez Neymar, Kimuli, Mayu, Kola, Mayotsi. Car circoncis était tout le peuple qui est sorti. Donc ça, c'est Zman. Maintenant, et le Kol Chefetz. Un temps pour tout désir. Zmanaya, Shetinaten, Torah, l'Israël.
un temps était donné, était pour que la Torah soit de Israël. Entre nous, c'est abscon, mais on continue. Amar Rabbi Berachia. Rabbi Berachia dit Zman haya leoto chefetz shu natan lema'ala min hashamayim shetinatel lemata min hashamayim veze ze Torah. Rabbi Berachia dit il y a un moment pour que ce bien qui était donné en haut dans les cieux soit donné en bas des cieux. Et qu'est-ce que c'est cet objet? C'est la Torah. Shenemar, Vaidaber Elohim et Kol Advarim Aele les morts. Bon, alors, on est en face de ce midrash. Moi, je peux rester comme ça, en expectative jusqu'à la fin des temps. C'est très. Vos, quoi, Vaidaber Elohim et Kol Advarim, c'est le premier verset des 10 commandements. Bon, alors, vraiment, le Midrash, c'est une science très difficile, et on va voir comment le Maharal, il va nous faire, nous introduire dans cette science. Que veux-tu dire par là? Il y a un temps. Il y a un temps pour l'expectative. C'est un temps qui est long. Alors, Adavar, Shumuskam, Shelo Haya, Beriyat Olam, Bemikre Kara. Quelque chose de consensuel, que la création du monde n'est pas un hasard. Voilà, ça c'est très, très intéressant. Petite parenthèse, on a commencé une étude du Derech Chaim, du Maharal, le jeudi, un autre endroit. Ce qu'il va dire là, il le développe là-bas. Je vous conseille, si vous avez la patience, la séance qu'on a faite jeudi dernier, elle est sur YouTube. Si vous avez la patience, c'était très, 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 très bien. Mais la thématique qu'il fait là-bas, il le dit là. Il dit, c'est quelque chose donc d'établi que la création n'est pas un hasard. Bon, on sait bien que ça, c'est une grande thématique sur laquelle tous les philosophes de l'Antiquité se sont emplanchés, n'est-ce pas, Monsieur Pariset? Relisons notre petit Aristote, hein, de poche, illustré en bande dessinée. Alors, chez Kacher Adam, Midbonen Bebria Azot, Imatse Ota, chez Mesuderet Bechorma Betarlit Ased. Ça, c'est quelque chose de très, 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 très important. Si l'homme médite dans la création, cette création, il trouvera qu'elle est organisée avec une science dans le maximum de l'organisation. C'est ce que, à Mavdil, Einstein disait, je ne sais plus exactement les mots, c'est que le mystère le plus incroyable dans la réalité du monde, c'est qu'il y a une intelligibilité. Je ne crois pas que ce soit ces mots, mais qu'il y ait des lois qui régissent l'ensemble du monde. Il dit ça, c'est un mystère. Voilà, c'est-à-dire que voilà, qu'on puisse dégager une intelligibilité dans le monde qui nous entoure, ça c'est stupéfiant. Parce qu'en hiver,
elle est proche du soleil, mais elle est inclinée. Donc les rayons du soleil sont plus rasants. Oui. Par exemple, l'été, elle est plus éloignée, on pense à la mer. Voilà. Mais non, elle, tu vois, pour que les rayons soient plus perpendiculairement. C'est aussi parfait que ça. Au pied de la vie sur Terre. Voilà. Donc, si tu. Il y a une intelligence. Voilà. Donc là, ce n'est pas un hasard, c'est ça ce qui est dit. Et d'abord, Kazé, Yefchar Sheye Kara Bemikre, Davar Shum Soudar Betarlit Aseder, au Kevad il Barzel les mal. Une chose comme cela, c'est impossible que ce soit par hasard, une chose organisée dans une organisation absolue, comme nous l'avons dit plus haut. Davar Shushlemut Haolam, Veu Kemo Tsura Leolam. Maintenant, élément supplémentaire, c'est que là, Monsieur Pariset ici présent, mais sachez qu'il n'y a pas que Monsieur Pariset, il y a Monsieur Lelouch qui fait un sourire, Monsieur Damien, Ismail, Monsieur Drogoziner, Monsieur Chichportiche, voilà. Il y a des copains, Alors, que tout ça, on parle des lois de la nature. Mais ce qui va donner un sens à cette nature, raison de plus que cela ne vient pas d'un hasard, de manière hasardeuse, mais vient dans une structure encore plus précise. Mais d'avoir casé, alors il dit, Veren d'avoir, Chouchlemut, mais ce qui va apporter la perfection du monde, qui est comme la structure du monde, qui est Moshil Baer, qui a Torah, Tsura et Laolam, comme nous avons expliqué, que la Torah, c'est la structure du monde. Ifsha, Shetie, Bemikre Karo. Ce n'est pas possible que ça soit par hasard. Alors ça, il a expliqué moult fois, c'est-à-dire que la Torah, c'est ce qui va donner une tenue, un sens, une construction. Parce que tu as les lois de la nature, mais les lois de la nature ne fonctionnent pas pour elles-mêmes. Elles ont une finalité. Or, cette finalité, c'est la Torah, qui est à la fois la structure intime des choses et la finalité. Donc, c'est sûr que cela, raison de plus, ne doit pas être par hasard. C'est ce que nos maîtres disent. La Kolzman, pour tout, il y a un temps. Klomar, Kacher Nirnas Adam Legadeden. Alors, vous voyez ici, il va donner une lecture qui n'est pas une lecture, c'est pas une lecture littérale. Hein? C'est une lecture transcendantale, quoi. Il transcende le texte. Voilà. C'est nous, on attend que le texte dise ce qu'il a à dire. Dit non, il y a une pensée qui est antérieure au texte qu'il faut décrypter, mais que le texte ne dit pas vraiment. Il faut le décrypter. Le texte nous donne accès à... Mais la pensée du texte n'y est pas. Voilà, c'est ça ce qu'il va nous dire. C'est ça qui est très, très difficile. Ça veut dire qu'il faut une grande connaissance pour décrypter ce qui n'est pas écrit et ce que le texte veut dire. C'est difficile, hein, parce que nous, on s'attend que le texte nous dise ce qu'il a à dire. Non, la clé, il y a un sous-entendu dans le texte, une problématique qui est développée dans le texte. C'est quoi? C'est qu'il y a, ce que j'entends, c'est qu'il y a dans la création des éléments clés qui vont être les éléments de la progression, excusez-moi l'expression, l'évolution de l'humanité. Et ces éléments clés ne sont pas par hasard, donc sont venus à un moment précis.
bien que le verset ne le dise pas. Nous, on aurait, quand on lit le texte du Midrash, on s'attend de voir, voilà, il est arrivé tel jour, il a fait la Brit Mila tel jour. C'est pas écrit. Mais il dit, c'est un moment précis. Non, c'est pour nous dire, étant donné que Adam vient dans le jardin d'Éden, c'est le but de la création de l'homme. Donc c'est sûr que ce but-là est un moment précis. C'est pas, ça, si vous voulez, comme on dit en français, c'est 1515. Voilà. 732. 732. Ouais. Facile ça. On a pris 732. Charles Martel, arrête les Arabes à moitié. Arrête les Arabes à moitié. En tout cas, pourquoi nous, on se souvient de ces dates? Parce qu'à l'école, on nous a martelé, qu'à le dire, que c'est des moments clés, tu vois, des moments historiques. Pourquoi on dit qu'il y a des moments historiques, même de manière générale? Ouais, 1789. Pourquoi tu vas là 1787? Moi, je te dis 1787. Ben, 87, non. 89. Donc, il y a des moments où il y a quelque chose, un nœud. Un nœud. Donc, c'est ce qu'il dit. Clomar. Kacher Nilnas Adam le Gan Eden. Quand l'homme est rentré dans le jardin d'Éden, chez Zéhou Tachlit Shlemut Adam, qui est le summum de la perfection humaine. Al Tomar ki aya inyan hazeh bemikre davar shu ikar olam. Tu ne peux pas dire que cela soit par hasard ce qui est le principal du monde, qui est la base du monde. Donc là, il y a une réflexion qui, pour le moment, me dépasse complètement. C'est-à-dire, ici, il y a des moments en français, on dit, moi j'essaie d'entendre qu'est-ce qu'il dit, hein, moi je n'ai pas d'action, on essaie de voir ensemble, comme on appelle des moments historiques, tu vois. Voilà. Excusez-moi. Je peux. Par exemple, 1998, Gabriel Benoualid. Ouais, mais c'est quoi? Je sais Zizou et tout ça. Mais quoi? Zizou et. Voilà. Ah ben merci. Voilà. Mais bah oui, non, c'est la Coupe il y du a Monde. il y a un truc quand même différent. C'est qu'il y a des temps comme 1789 qui sont pas immédiatement historiques. C'est dans l'après-coup. Alors que l'entrée dans le Gan Eden, peut-être que c'est immédiatement quelque chose qui change le monde. Ouais, j'ai l'impression que même 98, ça a été historique 1 an, 2 ans, 3 ans après. C'était fort, c'est ce qu'on veut, mais cet événement a pris sens dans l'histoire que quelques mois après, quelques temps après. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre un événement qui est immédiatement un événement et un événement qui prend son sens d'événement après coup? Est-ce que là, il n'y a pas une différence? Il n'y aurait pas quelque chose à entendre aussi? Oui, c'est-à-dire il y a des choses qui se vivent de manière sur le tas et après on s'est rendu compte que c'était historique. Sur le moment, c'est simplement les gens ils vivent ce qu'ils vivent. Mais là, comme c'est dans la structure presque préétablie du monde, il fallait que ça se passe, donc c'est autre chose. Oui, on ne peut pas comparer 1789 avec le Gan Eden, par exemple. Parce que je pense qu'en 1789, ils ne savaient pas que c'était 1789. Ou 68, en 68, il se passait quelque chose de fort, mais ça a pris son sens qu'après, par exemple. Non. Tout de suite. Non, mais vous y étiez, c'est pour ça. Non. Mais non, d'accord. Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Toute la mythologie, toute la mythologie et tous les écrits autour de ça, c'était après. Les vieux croutons.
Oui, oui, oui. C'est-à-dire que là, c'est des éléments structurels de l'humanité qui prospectivement étaient structurels. Oui, mais quand Noé rentre dans l'arche, là, c'était un peu plutôt, moi je dirais, conjoncturel. Si l'humanité n'avait pas fauté, il n'y aurait pas eu ça. Hein. Mais en tout cas, la problématique, c'est que la problématique, c'est il y a des moments, excusez-moi l'expression, historiques. C'est ça, ce que me semble-t-il, ce que le Maharal met en relief. Rien que dire, je ne sais pas moi, je ne sais pas, il y a des cultures qui sont anhistoriques, qui sont sans histoire, des cultures mythiques, tu vois. J'ai lu des trucs comme ça dans ma jeunesse. Ouais, je ne sais pas si c'est culture par rapport à Coronati. Je pense que ces cultures mythiques, elles ont des événements comme ça, de cet ordre-là. Elles n'ont pas une histoire après. Dans leur mythologie, il y a ces événements. Ah. Dans elles sont mythiques, elles n'ont pas des événements de cet ordre-là. C'est-à-dire, même les cultures dans les mythes, on peut voir qu'il y a des moments clés qui structurent le monde. Qui ont fait advenir à ce qu'il est. Voilà, ouais, qui structurent. Ouais. Et ça s'appelle des moments clés. Voilà, d'accord. Ok, très bien. On va. Comme l'homme a découvert l'agriculture, ça a tout changé. Ah, c'est pour ça que oui. Ouais, quand l'homme a découvert qu'il pouvait façonner des outils, ça a tout changé. Mais il est devenu un homme aussi là. Avant, il était ce qu'il était, et avant, il a façonné un outil. L'outil a transformé l'homme. L'homme s'est mis à penser. Oui. Sa pensée, elle est différente. Sa pensée, elle s'est complexifiée. Avec l'agriculture, elle s'est complexifiée. Il y a des moments comme ça. La Torah, le don de la Torah, c'est tout le monde. La face du monde a été tombée. Quand Abraham il a fait la villa. Oui, ça a changé. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Si. Non, ça, il y a une tension, ça parce que c'est une structure. Je trouve qu'il y a une tension parce qu'on pourrait le prendre aussi plus comme un truc purement structuraliste, pas lié à l'histoire. C'est-à-dire des clés de la pensée humaine, bien que ces événements, ils soient arrivés ou pas, finalement, c'est pas tellement l'essentiel. C'est que c'est structurant dans ce qu'elle a pensé. On pourrait le prendre comme ça. Mais c'est pas forcément ce que veut dire le Maharal. C'est là où la Torah, elle. Il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté. Oui, il y a une ambiguïté. C'est-à-dire que les choses sont donc structurées. Dans le temps est structuré. Oui, mais il y a aussi une historicité. C'est ça qui est. On y va. Alors, Kolomar, Kacher Nirnas Adam le Gan Eden, lorsque l'homme est rentré dans le jardin d'Éden, chez Zéutarlit Shemut Adam, qui est le fin mot de la perfection de l'homme. Al-Toma, qui aya inyan azé bemikre, ne dit pas que ce sujet-là était par hasard, ce qui est la base du monde. Chez Davar Zelo Itachen, c'est impossible. Chez Loya bemikre, enzezman miyuchad, car si c'eût été par hasard, ce n'est pas un temps précis, spécifique. Aval, on passe à la page d'après. Aval loya davar car, la chose n'était pas comme ça. Rakaya bisman yuchad, c'était un temps spécifique. Chez loya davar bemikre, la chose n'était pas par hasard. Vélo bilval knisato le Gan Eden, chez loya bemikre. Pas seulement son entrée dans le jardin d'Éden n'était pas par hasard, chez Zéhou Ayash, les Moutaolam, ce qui était la perfection du monde, Vélo Shayar Zebemikre, qui est impossible que ce soit par hasard, Rak,
Mais même le fait qu'il sorte du jardin d'Éden n'était pas par hasard. Chez l'Ottomar qui bishvil shechata adam bemikre gourash migan Eden. Ne dis pas, c'est parce que l'homme a fauté, ce qui est conjoncturel, il a été répudié du jardin d'Éden. Chez Dabarzeno Gamken. Non, tu ne peux pas dire ça, parce que moi je dirais oui, que la faute est conjoncturelle. Il eût pu ne pas fauter. Donc c'est par hasard. Non. Enoch Gamken. Chez Machar, chez Aliédé, chez Chata Adam. Étant donné du fait de la faute de l'homme, Ayab Olam Davar Chadash, il y a une innovation chez Guilla Mita et Ben Adam, que la mort est arrivée pour les hommes. C'est impossible de dire que ce soit par hasard. Le car, même la sortie du jardin d'Éden n'était pas par hasard. L'homme était prédisposé de fauter. C'est bizarre, hein? C'est la suite. Moi, j'ai dit qu'il arrivait dans l'arche. Là aussi, je dirais c'est conjoncturel et pas fondamental. De la même manière que le déluge vient et qu'il y a une destruction globale du monde, tu ne peux pas dire que ce soit par hasard. Tu ne peux pas dire qu'il y aurait un temps à ça. Regardez, je reprends, on remue un peu la mayonnaise, hein, comme d'habitude, parce que c'est pour reprendre notre échange là, il y a quelques minutes. Il y a, quand j'étais ado, je lisais beaucoup des livres de Mircea Eliade. Je ne sais pas, vous avez déjà lu Mircea Eliade? Non, bon, c'est pas grave. Mais non. Bon, Mircea, c'est un Roumain, Eliade. Je ne sais pas comment ça se fait que j'ai lu beaucoup de ces trucs-là, mais c'est intéressant parce que c'est un penseur des différentes cultures. C'était à la mode quoi, dans les années 60, machin bidule. L'anthropologie, les trucs machin. Alors, il y a des sociétés, comme on a dit, qui n'ont pas d'histoire. Pas d'histoire de société mythique. Tu as des tribus, les Papous, les Jivaros, et ça veut dire qu'il y a 500 ans, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, pour eux, c'est la même chose, quoi. Ils ont un récit mythique qui se transmettent de sorcier à sorcier, de grand chef de tribu à grand chef de tribu, ils se racontent voilà, mais t'as pas qu'il y a 500 ans il s'est passé ça, il y a 250 ans il s'est passé ça, il y a 300 ans il s'est passé ça, t'as pas ça. C'est des sociétés qui s'appellent anhistoriques, pas d'histoire. Voilà. Or nous, en tout cas en Occident, on a depuis les Grecs, tu as l'histoire, tu vois, l'histoire des Grecs, des Romains, machin. Tu as l'histoire, tu as les dates, tu as les machins, les bidules. Mais après, au XXe siècle, tu as quelques feuilles, ils ont mis la panique là-dedans. Marc Bloch, tu connais un peu l'école des annales? L'histoire de l'histoire. Comment? L'histoire de l'histoire. Ça s'appelle l'école des annales. Ils ont dit, il faut. Après, ça a donné Fernand Braudel, etc. C'est. Comment? Ouais, c'est la Méditerranée. Et aujourd'hui, ils sont perdus. Ils ne savent plus qu'est-ce que c'est. Ouais, on raconte Napoléon, mais on s'en fout de Napoléon. En vérité, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire des chaussettes à travers l'histoire, les mouchoirs. Tu connais ça? Ouais.
Comment? Il y avait raconté le Moyen-Âge à travers l'histoire de la Méditerranée qui était morte au XVIe siècle. En fait, c'est une histoire à partir d'un autre genre. Voilà, c'est ça. Alors, mais bon, mais on peut réfléchir, c'est quoi dire qu'il y a une culture où il y a l'histoire? Une culture où il y a des dates. Alors aujourd'hui, après la fin du XXe siècle, on est revenu un peu de ça. Mais nous, quand on était enfant, à l'école, on apprenait les dates. Hein, tu apprends les dates, machin, bidule. Même quand j'ai passé le bac, il fallait apprendre les dates et tout ça. Le 5 janvier, de bidule truc, le 6 janvier, 7 janvier, machin, il s'est passé tel truc. Mais ça signifie quoi? C'est intéressant. C'est marrant parce que je crois que quand on les apprenait quand même à l'école, il y a des dates qui sont comme c'est lié à l'idée de progrès. On arrive à un aboutissement. Voilà, c'est une vision de l'histoire, c'est une conception de l'histoire. C'est une vision qui est linéaire. C'est une vision, mais c'est une vision qui a repris. Excusez-moi, je cherche pas du tout à être pédant, mais alors là, mais je m'en fous. Mais alors là, franchement, comme ma dernière chaussette pourrie, je m'en fous complètement. Mais je trouve que c'est des choses qui sont intéressantes parce que moi, je l'entends un peu qui parle de ça. Il y a des dates. Le Midrash, il dit il y a des dates, il y a des dates, il y a des dates. C'est pas par hasard. Donc, il y a une conception de l'histoire. Tu pourrais penser, d'ailleurs, quand j'ai dit postmoderne tout à l'heure, c'est le postmodernisme, c'est ça. C'est que on est revenu de ces dimensions du progrès. On est revenu de dimension du progrès, donc les dates ne sont pas significatives. C'est l'histoire des hommes, l'histoire de la truelle à travers les âges. Comment? Oui. Un peuple qui n'a pas de date, il stagne. Voilà. Dans 2000 ans, ils sont pas. Oui, mais justement, aujourd'hui, en 2023, on te fait un procès avec tes conneries là. Parce que toi, tu dis, c'est un langage colonial. Comment? Mais oui, voilà. D'accord, mais penser qu'on avance, c'est penser qu'il y a un destin, qu'on a quelque chose à faire, que l'homme a quelque chose à faire. Mais par exemple, si les dieux, il n'y a que les dieux qui régissent, par exemple, et que l'homme n'a pas de destin, tu n'as pas besoin t'as pas de progrès. Tu vois? Si tu es dans. Ah, alors, c'est ça la question. Et c'est ça le débat entre Damien et M. Philippe. Mais oui, un grand débat. Est-ce que finalement, la Torah, c'est un mythe ou c'est historique? La Torah, c'est tout. C'est complètement divers. C'est à la fois du moussard, c'est à la fois de l'histoire, c'est à la fois de loi, c'est une philosophie. C'est tous les domaines de la pensée. Non, mais là, c'est de la foi. On est content avec toi. Sur la Megillah d'Esther, par exemple. Il y a une marquette sur qui l'a écrite. Oui. Et une marquette qui dit que c'est Mordechai Esther, une qui dit que c'est la Grande Assemblée. Les Bénézra a dit que Mordechai Esther, ils ont écrit une Megillah, mais qui est un document historique pour les chroniques, tout à fait neutre, qui n'a aucune valeur particulière. Et Esther a donné ça à la Grande Assemblée pour dire écrivez-moi cette Megillah pour qu'elle rentre dans le canon biblique, quoi, en tant que Sefer Kodesh. Donc ils vont réécrire la Megillah, mais pas en tant que document historique, mais en tant que texte qui a une portée prophétique. Donc là, les rabbins n'ont jamais été des historiens, on s'en fiche un peu des... Ah oui, alors c'est à la croisée, voilà, c'est ça. C'est uniquement ce qui nous intéresse pour l'avancée du peuple juif, mais
Est-ce que vraiment, je m'ai dit qu'il a rencontré Alexandre le Grand, c'est la bonne date, pas la mauvaise date, quelle date c'est, 60? Oui, mais il y a eu quand même, si tu veux, il y a un croisement. Il y a un croisement, Il y a des Juifs. les Grecs et les Romains, eux, ils ont l'histoire en tant que quelque chose qui dépasse l'homme, hein, c'est ça l'histoire historique. Tu as l'époque t'as le Moyen-Âge, tu as la Renaissance, tu as la monarchie absolue, tu as la Révolution française, tu as des choses comme ça. Euh, maintenant, nous, il y a une historicité, mais quelque part, qui va nous construire. Mais il y a quand même une historicité, tu vois. Les éléments qu'on retient de l'histoire, comme ici le Gan Eden, c'est que des éléments qui vont nous intéresser à nous, mais c'est subjectif en fait. L'historien, il est toujours subjectif. Nous, nos Rachamim, ils sont aussi subjectifs. Ils vont choisir dans l'histoire des événements qui vont nous servir pour plus tard ou sans se préoccuper de l'histoire. Il n'y a rien de subjectif. Alors, c'est que ces événements, c'est absolument nécessaire et fondamental et structurant du monde, que c'est plus essentiel que la gravité. Alors, c'est un peu... Voilà, c'est trop facile de dire que c'est subjectif. Non, mais c'est subjectif, ça dépend qui est le sujet. Si c'est un avis, le sujet, si c'est Daniel ou quand tu avais le Sifro, si le sujet, c'est un avis, alors c'est une portée. Non, mais regarde, regarde, on reprend le verset. On reprend le verset. Vous voyez, c'est difficile d'étudier le Maharal. Ce n'est pas la première fois qu'on le constate. C'est-à-dire qu'il nous suggère une réflexion qui dépasse le texte. C'est pour ça que disons, je ne sais pas moi comment il l'a écrit, pour moi c'est mystérieux. Mais pour moi en tout cas, hein, peut-être d'autres peuvent aborder autrement. On ne peut se rendre compte de ce dont il parle que si on fait un travail oral. Sinon, on ne sait même pas de quoi il parle. On fait un travail oral. Dans ce travail oral, il nous dit qu'il y a des éléments qui sont structurants, nécessaires dans l'histoire humaine. Et ça, le Midrash appelle ça, c'est Zman. C'est-à-dire Zman, c'est-à-dire, moi, je n'ai aucune action dans l'histoire. Je dis au niveau spontané, c'est ce qu'on appelle historique. Mais c'est historique, pas tant historique de l'histoire gréco-romaine, mais historique en cela que il y a une date. Et d'ailleurs, il nous aide à lire le verset. Le 3e mois de la sortie d'Égypte, ben ça, c'est quelque chose qui est un moment précis. Tu as la sortie d'Égypte, tu as 3 mois après, ouais, paf, d'accord? Donc ça c'est une date. Et le verset dit, Bayomazé, ce jour-ci, pour te dire que c'est peut-être même, ça te concerne toi, qui est, je ne sais pas combien de milliers d'années après. Donc, il y a les deux dimensions. Dans le même verset, tu as une dimension qui s'adresse à toi, mais une dimension qui te transcende, qui n'est pas que toi. Et je crois que, moi j'entends, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Qu'il y a une tension entre une dimension qui est mythique. Mythique, ça veut dire qu'on est des papous. On est des papous, ça veut dire qu'on est dans la sortie d'Égypte, on est Abraham, quelque part, c'est un mythe. Et quelque part, non. Voilà. Quelque part, non. C'est ancré dans l'histoire. Et ancré dans l'histoire, je reprends ce que tu dis, si c'est ancré dans l'histoire,
ça veut dire que il y a une confiance, il y a une confiance, il y a une volonté de construction humaine. On a quelque chose à faire. Nous-mêmes, on participe. Nous-mêmes, on participe de cette construction humaine, voilà, on construit quelque chose dans l'histoire humaine. Non, on pourrait dire que c'est la discussion qui est entre le fameux temps linéaire ou le temps cyclique. C'est ça, voilà. On revit quelque chose à chaque fois quand même. Il y a, excusez-moi de dire ça, ça fait un peu aussi bizarre, c'est la quadrature du cercle, quoi. Tu as quelque chose qui est algébrique, quoi, et tu as quelque chose qui est rond, qui est circulaire. Oui, mais c'est des dimensions en général qui ne sont pas compatibles, quoi. On avait étudié à une époque dans Maharal, on avait un Zohar qui disait que celui qui pense que la Torah c'est un récit historique alors que le placenta aurait mieux fait d'étouffer à la naissance. Parce que l'histoire historique, le temps historique, le récit historique avec des dates, etc., c'est pas la bonne lecture en fait. On a tout le temps une tendance à être dans le narratif, parce que c'est humain, mais en fait, c'était ça le danger du texte, de dire que Yom HaShlishi, Yom HaChavi, enfin, de rentrer dans la datation en fait, des choses. Ici, c'est le contraire, là c'est le contraire, tu vois, c'est nickel. C'est pas dangereux, c'est pas en fait on ne doit pas éviter justement de lire le texte non, comme ça avec non, mais ce que dit Philippe, c'est qu'il y a les deux. Voilà. Nous, on croit que ce n'est pas compatible. Il y a les deux. Mais on croit que ce n'est pas compatible. On croit que si nous, les Juifs, on est dans l'histoire. Mais, quelque part, on est dans le mythique. Ah, vous êtes dans le mythique? Non, on est aussi dans l'histoire. Vous êtes dans l'histoire? Non, on est dans le mythique. Le Midrash, c'est plutôt anachronique, quand j'ai fait parler. Mais pas que. Voilà, c'est ça, moi, ce que j'entends là dans le. On va continuer. Nous, les amis, là, C'est toujours un débat. Ça veut dire, je me souviens une fois, on s'était posé la question de savoir finalement quel est le texte de la Torah. Et j'ai l'impression qu'on réentend ça ici, mais j'entends bien ce que dit Philippe. Ça veut dire il y a une dimension historique, mais on ne peut pas s'arrêter à ça. J'ai l'impression qu'on a besoin de ça parce que le monde moderne, il a créé une légitimité par les dates, comme si le fait de rendre historique une chose, ça donnait une légitimité. Donc, on s'est bercé dans ce raisonnement. Et là, le texte, le Midrash, il vient un petit peu nous bousculer en disant peut-être qu'il y a une autre façon de lire le texte. On n'est pas contre les dates, mais on ne peut pas croire que c'est ça qui rend légitime, puisqu'il n'y a pas de hasard, en fait, à ces dates. Oui, mais tu vois, oui, mais dire qu'il y a des dates, je sais pas, moi je suis pas ni historien ni machin bidule, mais disons, c'est intéressant que je sais pas, chez les Babyloniens, chez les Égyptiens anciens, il y avait des dates, mais chez les Grecs, il y a Hérodote, il y a Xénophon, il y a machin, il y a bidule. C'est intéressant qu'il se soit penché là-dessus, sur rendre compte, voilà, tu avais Périclès, tu avais Démosthène, comment ça se fait que quelqu'un qui fait des études d'humanité, hein, eh bien, il apprend Périclès, Démosthène et machin et bidule. Et Cicéron, ça je l'attendais. Alors je te promets que je l'attendais. T'as Cicéron, t'as machin bidule, Suétone, la vie des 12 Césars. Non, mais je te promets que je m'en fous complètement. Hein. Mais alors là, je m'en fous. Mais c'est intéressant quand même. Je veux dire, moi, je sens que si on n'a pas, si on n'a pas cette culture, c'est difficile de mettre en relief ce dont le Maharal parle.
on peut le lire, on le traduit, puis on avance, quoi. Or là, c'est oui des problématiques éternelles. Il y a des historiques, c'est pas une histoire. Donc, elle nous propose des repères, des moments sont clés. Pour l'homme. Oui, donc ce que toi tu dis, voilà. Pessard, ça tombe. Il y a des cycles. Donc on retourne, on revient dans ces cycles. On revit dans le chronologique. Elle avait été ça, on va vivre. Comme si tu y étais. Et en même temps, c'est cosmogonique. C'est-à-dire que ça fait partie d'autre chose de plus large, de plus infini. Voilà. Ouais. C'est pas l'histoire, ça veut dire, c'est pas l'histoire des Grecs et des Romains. D'ailleurs, c'est incompatible, puisque tu vas mettre tous les archéologues et ils vont dire bon, il n'y a pas de traces, je sais pas quoi. Ouais. Mais néanmoins, il y a des moments clés. Il y a des moments clés. Donc, ce que toi tu dis, il y a des moments clés, ça veut dire qu'il y a une confiance dans une évolution, dans quelque chose. L'histoire, il y a le sens de l'histoire. Comment ? On ne s'intéresse pas qu'à l'histoire pure, mais on s'intéresse au sens de l'histoire pour que ça puisse avoir un sens, cette histoire-là. Les historiens, ils relatent l'histoire, mais le peuple juif, ce qui l'intéresse, c'est que l'histoire, elle ait un sens, enfin, qu'elle avance vers quelque chose. Mais regarde, je ne sais pas si ça existe, parce que, regarde, tu as historien et historien. On a une autre étude avec à l'UEJF il y a 10 jours, on dit 100 jours, on a travaillé ça, est-ce qu'il y a une histoire juive? C'était très très intéressant. Et Baruch Hashem, je ne l'ai pas enregistré. C'est très 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 bien. Ça veut dire on peut remarquer souvent, les grands historiens ne sont pas des historiens forcément académiques. Je ne sais pas, je lance le débat. Hein, pourquoi ? Parce que des historiens, tu vois, par exemple, tu as des grands historiens qui ont fait des grands trucs et ils se sont fait taper sur les doigts en disant « Oui, mais vous n'utilisez pas les méthodes historicistes, etc. » Il y en a plein. Prenons par exemple Raoul Hilberg. Vous savez qui c'est, Raoul Hilberg ? Raoul Hilberg, là, je me dis Raoul Hilberg et Antoine, il rigole. Non, c'est Neran, il le connaît très très bien. Donc c'est pour ça. Ouais. Alors, il a fait c'est un juif canadien, si je ne m'abuse. Il a, à partir des années 50, réuni tous les documents sur la Seconde Guerre mondiale, tout ce qui était factuel. Par exemple, il s'est intéressé, il a écrit La destruction des Juifs d'Europe en 3 tomes. Par exemple, comment ça a été possible que les Allemands puissent déporter, je sais pas, des millions de personnes. Donc, il a fallu qu'il y ait une administration qui organise les trains, il y a eu une économie, toute une économie pour que ça soit possible. Il y a eu des chefs de gare, il y a eu des conducteurs de train. Et c'est comme ça que Claude Lanzmann, il a fait son film Shoah sur la base des livres de Hilberg. Mais si je ne m'abuse, Hilberg n'était pas un historien universitaire. Et pendant, je ne sais pas, 20 ans, les gens se sont moqués de lui. Et bon, il a fait une œuvre incroyable, mais incroyable. Ou alors quelqu'un aussi comme Léon Poliakov, il a fait une œuvre incroyable, mais il n'était pas un historien
historien, c'était un diplomate, que sais-je. Les, les, les universitaires se sont moqués de lui encore aujourd'hui. Mais c'est des vrais historiens, quoi. Ça veut dire, tu as des historiens, tu vois, qui font que les faits, mais pas le sens de l'histoire. Et j'ai l'impression qu'un vrai historien, oui, il se préoccupe du sens de l'histoire. Un vrai historien, un historien qui est impliqué vraiment dans son travail. J'ai lu récemment, excusez-moi, je suis désolé, vous êtes gentil de venir étudier avec moi, parce que moi-même, je suis gêné. J'ai découvert là une sociologue juive qui s'appelle Nathalie Einir. Alors, elle a fait une grande sociologue, CNRS, machin, de Saras et tout. Et elle a pété un câble sur la théorie des genres, sur la GPA pour tous, etc. Elle dit, mais ça, c'est anti-sociétal, etc. Alors, évidemment, tous les universitaires, sociologues disent, mais madame, il ne faut pas mettre des opinions dans un travail sociologique. Ah, ben voilà, il faut mettre quoi? Il faut mettre quoi? C'était un robot, quoi. C'est monstrueux. Voilà, c'est monstrueux. Mais c'est très intéressant. Ben, voilà. Oui, mais un de gauche ne peut pas écrire l'histoire. Non, mais un de gauche, il n'est pas de gauche, il est objectif. Non, non, moi, je ne suis pas de gauche, je ne mets pas d'opinion. Je fous tout en l'air, je démolis la société, mais moi, je suis objectif. Il y a quelqu'un qui dit, attends, le travail de sociologue, c'est pour construire la société, c'est pas pour la démolir. Et on est en train de... Ah non, mais madame, vous n'êtes pas dans les critères universitaires. Vous mettez des opinions. C'est énorme. Comment? Mais c'est énorme. Là, j'ai découvert ça, franchement. J'ai allé là jeudi à la bibliothèque municipale, j'ai emprunté un bouquin qui vient de sortir d'une madame qui s'appelle Nathalie Einir sur l'art contemporain. Voilà. Bon, ça vient de sortir. Bon, je regarde qui c'est cette nana, je regarde sur Wikipédia. Ah ouais, elle crée des énormes débats, cette nana. Elle fout la pagaille, quoi. C'est très, très intéressant. Vraiment, ça m'a intéressé, vraiment. Mais je vous dis, là, c'est jeudi. Voilà, elle fout la pagaille. Elle a dit, mais madame, vous ne faites pas un travail objectif. Mais ça existe un travail objectif. Mais là, le Midrash, j'ai l'impression que lui, il exprime une parole objective. C'est-à-dire, j'entends ce que vous dites, hein, mais c'est pas à l'homme de définir les événements. D'après dans le Midrash, il nous dit pas c'est Abraham ou c'est Noé c'est Noir qui a défini. Non, on nous dit quel que soit on s'intéresse pas à ta subjectivité là. On est en train de dire justement, on est dans une méta-histoire, mais tu peux pas la lire seule. Ça veut dire le sens de l'histoire, il t'appartient pas finalement. Tu participes à ça, peut-être tu le crées en partie, mais tu n'es pas maître de ce sens de l'histoire puisqu'il n'y a pas de hasard. Donc, ce n'est pas une subjectivité absolue. On ne veut pas que tu parasites. Sinon, on pourrait dire... Non, mais tu as raison. C'est Dieu qui met un sens dans l'histoire. Mais dire qu'il y a des dates, non, si tu veux, je me permets de faire glisser un peu le sujet dans un sujet qui n'est pas interne au Maharal pour donner un écho à ce qu'il dit. Quand Dieu dit, enfin, quand le Midrash fait dire à Dieu qu'il y a un moment précis ou un moment précis, eh bien, ça veut dire qu'il y a un sens à l'histoire, à notre histoire, finalement. Oui, j'entends que c'est une histoire. Mais je veux dire, c'est comme quand on dit qu'il y a eu 10 choses créées à Ben Hashemashot du 6e jour, où il y a le débat, est-ce que c'était créé ou pas.
Ça veut dire, on dit qu'il y a des moments précis pour le chose, mais on ne nous dit pas ce qui les génère, ces moments précis. Donc, on veut juste pas exprimer qu'il y aurait une dimension de nouveauté dans le monde, parce que ça questionnerait ce que serait que le divin. Donc, on vient asseoir le divin en disant ça. Mais on ne précise pas ce qui génère. Ça veut tout dire et rien dire. Il y a un moment précis, finalement. Qu'est-ce qui a fait ce moment précis? D'accord. Alors, OK. Alors, on va essayer de continuer. Hein. Alors, excusez-moi, je reprends. C'est ce que dit un moment était que rend Noé dans le dernier. Je vais y avoir Maboul Léolam. כי אף שבבד המבול היה בשביל החטא, מכל מקום היה הכנה לנבראים שיחטאו כאילו הפסד. Bien que le déluge était par le fait qu'ils aient fauté, néanmoins, il y avait une prédisposition pour les êtres créés qu'ils fautassent et qu'ils reçoivent une destruction. Prédisposition. Ça veut pas... On eût aimé un développement, quoi. L'écart, c'est pourquoi il y avait un temps pour cela et ce n'était pas par hasard. De la même manière, il y avait un temps pour Noé qui sort de l'arche. Ne dit pas que lorsque le châtiment s'est conclu, bon, bah, il fallait sortir. Davarze no. Qui est minateva ou kiyum olam. Non, sa sortie du monde et la construction du monde. Veyeshuv shelo. C'est le fait de mettre une assise au monde. Et ce n'est pas légitime que le Yeshuv Olam, c'est-à-dire la construction du monde, soit par hasard. De la même manière, la Mila qui a été donnée à Abraham, où suis-je? Qui a été donné à Abraham, regardez, c'est très puissant. La Mila qui a été donnée à Abraham, c'est comme si c'était une nouvelle création qui n'existait pas avant. C'est-à-dire un homme circoncis, c'est une innovation fondamentale. Qui kodem zeaya adam balorla, parce qu'avant l'homme avait le prépuce, varakarnimol après les circoncis. Valtomar Sheyazé Bemikre, ne dit pas que ça c'était par hasard, Bishvil Shavram Ayaavo Shel Hashem Idbara, que parce que Abraham conjoncturellement était l'amoureux de Dieu, c'est pourquoi lui a été donné la Mila. Qui d'Avarzé, non, qui a Bevada Shamaya Oev Hashem, parce qu'indubitablement Abraham aimait Dieu. Mikol Makom Mouchan Aya Zman El Bene Adam Shikablu Amila Betozman. Mais c'était un problème de l'humanité, c'était quelque chose qui venait de loin, que les humains reçoivent la circoncision à ce moment-là et que les créatures ne soient pas incirconcis comme c'était jusqu'à Abraham. Il y a une période, il y a le néolithique supérieur qui était la période où l'humanité n'était encore pas circoncis. Et il y a maintenant une nouvelle phase dans le néolithique qui s'appelle que l'humanité est circoncis. C'est une lecture complètement à l'envers, parce qu'en général, on pense que ce sont les hommes qui créent les grandes dates. Il a dit que les dates existent, en fait, et il va amener les hommes à générer l'événement. En fait, on pense que c'est un homme qui fait une révolution. Il y a la Révolution française. Non, elle doit arriver, mais après, il va faire en sorte. Il va y avoir Napoléon, il va y avoir Robespierre. Puisse servir cette date-là. En fait, le temps précède, en fait. L'événement précède l'homme, en fait.
Alors qu'on pense que ce sont des grands hommes qui créent des grands événements, de l'événement à l'avènement, quoi. Ah, c'est colossal. Hein. Ouais, les grandes dates précèdent. En fait, il a amené. Et donc, forcément, il touche au chet, parce que on pense que ce sont les fautes qui déclenchent les virages de l'histoire, mais voilà. Ça, il faut toucher au libre arbitre et à la faute pour déverser cette situation. C'est pas qu'il est prédestiné à faire quelque chose, c'est qu'il y a un temps. Et on ne peut plus dire, si je n'avais pas fait ça, il n'y aurait pas eu ça. Maintenant, parce que ça aurait dû avoir lieu. C'est super chaud. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Non, si, j'insiste. Non, c'est que la liberté se joue ailleurs, ça veut dire. Voilà, la liberté se joue ailleurs. Pas dans le fait que ça n'aurait pas, ça serait pas arrivé. Non, ça joue dans la manière dont ouais, je sais pas. mais pas dans. Non, ça veut dire c'est énorme. Il y en a il y en a qui ont voulu dire que le Maharal avait une pensée pré-hégélienne. Bon, on va reprendre, on va méditer là-dessus, c'est énorme. Ok. Salut les copains. Merci, Rav. Bonne journée tout le monde. Salut.